La grande recomposition politique française. Bruno Jeudi, un des grands experts de la vie politique, rédacteur en chef de Paris Match, éditorialiste, chroniqueur politique à BFM et ailleurs. Bonjour Bruno. Bonjour. Demain, on va connaître la une de Paris Match qui va sortir exceptionnellement un mercredi. Et à la une, vous avez un duo inattendu. Exactement, le duo inattendu formé de Emmanuel Macron, le président de la République, président candidat, et l'un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, avec lequel il entretient une relation soutenue, j'allais dire, étonnante en 2017, et puis qui n'a cessé de croître et embellir jusqu'à ces dernières semaines. Et Nicolas Sarkozy qui vient d'abord sur Facebook d'apporter son soutien à Emmanuel Macron, et dans Paris Match, il va plus loin, puisque je l'ai rencontré pendant 1h30, et il explique pourquoi il soutient Emmanuel Macron, mais pourquoi il va plus loin qu'en 2017, pas seulement le soutenir, mais aussi l'accompagner dans son évolution politique. Il dit: j'ai vu Emmanuel Macron évoluer vers le centre droit, il faut l'accompagner. Il défend aujourd'hui une partie de nos idées, et ma famille politique, ce qu'il en reste, j'ai envie de dire, doit l'accompagner de la même manière que je le fais. Oui, donc vous dites un soutien, il vous l'a dit, un soutien sans ambiguïté, sans dire je ne fais pas ou ne peux pas faire autrement que d'appeler à voter Macron. Mon choix est Emmanuel Macron, sans ambiguïté ni réserve, c'est exactement ça. Oui. Est-ce qu'il revient sur son non-soutien à Valérie Pécresse ? Oui, j'ai évoqué avec lui cette question, évidemment. D'abord, il dit que cette élection était parfaitement jouable pour les Républicains, mais il fallait s'y prendre autrement. J'allais dire, il explique qu'après les européennes qui avaient été catastrophiques, c'était déjà une première alerte. Le choc frontal contre Emmanuel Macron n'était pas la bonne stratégie. Emmanuel Macron, il dit, Valérie Pécresse ne pouvait pas à la fois dire un jour il était le fossoyeur de la droite et en même temps il nous pique nos idées. Ça, c'était pas possible, ça ne pouvait pas fonctionner. Il y avait des points faibles chez Emmanuel Macron, le régalien, toutes les questions qui touchent autour de la sécurité, de l'immigration, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont quasiment, j'allais dire, communes maintenant entre ces deux camps-là, et il fallait jouer autrement. Il pense que Valérie Pécresse ne s'y est pas bien prise. Oui. Alors c'est vrai qu'au début, il a hésité, il aurait pu la soutenir. Et puis finalement, on a vu, après il y a eu des problèmes entre ces deux personnalités. Et finalement, Nicolas Sarkozy n'a pas apporté son soutien dès le premier tour. Il ne dit pas pour qui il a voté dimanche dernier, mais on sent bien qu'il a voté sans doute pour Emmanuel Macron. Oui, alors on n'a pas encore cette photo, on la découvrira avec Paris Match. C'est une photo où ils se rencontraient il n'y a pas très longtemps. Donc il y avait des rencontres entre Macron et Sarkozy. Ah mais des rencontres, il y en a eu des innombrables. À l'Élysée, oui. Les couples ont dîné ensemble, ont déjeuné ensemble. Ils se sont vus à Brégançon, ils se sont vus aussi à leur domicile privé. Et ils se sont rencontrés également pendant la campagne. Nicolas Sarkozy était au Palais de l'Élysée à la demande d'Emmanuel Macron le 1er avril, à la veille de son grand meeting à la Défense et à l'avant-veille de celui de Valérie Pécresse à la porte de Versailles. C'est une rencontre importante. Emmanuel Macron a consulté régulièrement Nicolas Sarkozy pour aussi voir comment mieux conquérir cet électorat de centre-droit. Et puis les idées qu'il fallait poser sur la table. Puis il m'explique aussi que pendant le quinquennat, il l'a conseillé sur certains choix de personnes qui ont travaillé avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Alors, ça, évidemment, mais ça va contre la tendance du pas à gauche de Emmanuel Macron. On l'a vu reculer ou possiblement reculer sur les retraites. Et là, on le voit sur des terres Front National en ce moment, essayer de regagner l'électorat de Mélenchon. Mais on n'est pas du tout dans la situation de 2017, Patrick. En 2017, il avait beaucoup plus d'avance, il était neuf, c'était l'homme du nouveau monde, c'était l'homme porteur d'espoir pour beaucoup de Français, bien au-delà, j'allais dire, du seul centre-gauche, parce qu'en 2017, il a plutôt été élu par le centre-gauche. Donc le rassemblement au deuxième tour était plus facile à faire. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus difficile. D'abord, même s'il a fait un bon score au premier tour, il faut le rappeler, quand même 27 et quelques pourcents, c'est pratiquement 3 points de plus un peu plus de 3 points, presque 4 par rapport à 2017. Il n'en reste pas moins que Marine Le Pen est sur ses talons et qu'au deuxième tour, c'est beaucoup plus serré. Donc le rassemblement doit être très large. Et s'il a beaucoup siphonné les voix de centre-droit au premier tour, aujourd'hui, on voit bien qu'il part à la conquête des voix de centre-gauche, les voix de gauche, les abstentionnistes, rassemblement large. Il va sur le terrain. Dès lundi, il était sur le terrain. Mardi, il est encore sur le terrain. C'est la grande différence avec 2017 où il avait
tardé à faire cette campagne, j'allais dire, au ras du bitume, ce qu'il est en train de faire là, pour essayer. Alors évidemment, ça se passe plus ou moins bien. On voit bien, il se fait engueuler sur le terrain parce que les Français sont pas très contents, surtout quand il va dans les terres ouvrières du Nord ou dans les terres de l'Est, deux régions où Marine Le Pen est arrivée en tête. Aujourd'hui, il était à Mulhouse, une ville où c'est Jean-Luc Mélenchon qui était en tête. Donc, il se concentre sur ces terres-là parce qu'il sait qu'il faut qu'il désamorce le tout sauf Macron. En 2017, c'était le tout sauf Le Pen. Cette fois-ci, c'est le tout sauf Macron. Donc, il faut le désamorcer. Mais en même temps, parlons de Marine Le Pen. Elle a fait une conférence de presse sur la démocratie. Au fond, il n'y a pas vraiment de front républicain, mais enfin, elle doit aller au-delà, se montrer une image rassurante. Elle a dévoilé aujourd'hui une nouvelle affiche de campagne pour tous les Français. Est-ce que Marine Le Pen peut rassurer ? Alors d'abord, Marine Le Pen, elle a aussi amélioré son score. C'est notable. Personne n'aurait imaginé d'abord qu'elle se rétablisse après son gadin de 2017 et son entre-deux-tours catastrophique. 2, qu'elle fasse un meilleur score que 2017. Et 3, qu'elle résiste et même finalement siphonne une grande partie des voix espérées par Éric Zemmour. Mais dans cet entre-deux-tours, la première surprise, c'est qu'elle ne cherche pas d'alliance, ni avec Éric Zemmour, ni avec Nicolas Dupont-Aignan, qui a fait 1,5 des voix. Passons. Marine Le Pen, elle essaie aussi d'élargir son spectre et d'en appeler aussi aux voix de Jean-Luc Mélenchon qui sont aujourd'hui l'enjeu entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors elle continue, d'abord sur le fond, elle est sur le pouvoir d'achat, ce qui lui a permis de faire la différence avec ses concurrents au premier tour. Et sur la forme, elle essaie toujours d'apporter cette nouvelle image, cette image un peu chiracisée. Vous savez, on a dit dans sa campagne de premier tour, elle avait remplacé les pommes de Chirac par les chats, puisqu'elle est fan de chats. Bon, là on voit, elle continue à lisser son image. Elle va faire oublier qu'elle est d'extrême droite. Les sondages sont assez étonnants de ce point de vue-là. 50% des Français pensent qu'elle a la stature présidentielle aujourd'hui. Plus de la moitié des Français estiment qu'elle n'est pas un danger et même qu'elle défend les valeurs démocratiques, ce qui est complètement surréaliste 20 ans après l'accès de son père au second tour de la présidentielle de 2002. Donc on a complètement changé de perception de ce qu'est le Rassemblement national, de ce qu'est une candidate d'extrême droite. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant dans un pays qui sans doute s'est habitué, parce que c'est la 3e fois qu'un Le Pen est au 2e tour de la présidentielle. Donc il y a une sorte aussi, au-delà de la lassitude démocratique avec les abstentionnistes, il y a aussi une colère dans le pays. On le sait, le quinquennat a été difficile, il y a eu des cris, des crises, et on voit bien que Marine Le Pen surfe là-dessus, essayant d'offrir une image calme, apaisée, renvoyant au fond l'agressivité, le mistigris de l'agressivité à son concurrent de second tour, Emmanuel Macron, ce qui est une espèce d'inversion des situations assez étonnante. Et elle joue là-dessus. Alors à mon avis, il va y avoir le débat qui va être très important parce que sans doute que Emmanuel Macron va chercher à la débusquer et à montrer ce qu'est le programme de Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, elle pourra aussi jouer du fait que lui, il a un bilan. Donc elle a des atouts, elle a des réserves de voix et elle a des atouts à faire valoir par rapport à 2017 où au fond ses chances étaient non seulement réduites mais en plus elle a été tellement catastrophique dans le débat qu'elle a ruiné toutes ses chances. Oui, et une France plus divisée que jamais aujourd'hui au soir de ce premier tour, alors que commence ce grand face-à-face au fond, à nouveau la même affiche. Déjà on a eu 3 blocs au premier tour, On a en gros le bloc central Emmanuel Macron, on a le bloc populiste extrémiste Marine Le Pen, puis on a une espèce de bloc gauchiste décroissant avec Jean-Luc Mélenchon. C'est une France en 3 blocs qui quand même sont tous les 3 au-dessus de 20%, sont quasiment à plus de 70% des voix, 7 Français sur 10, les autres n'existent pas. Donc on a cette France aujourd'hui vraiment très marquée, très typée, avec un vote sociologique comme jamais on a eu, c'est-à-dire vraiment on voit bien dans l'analyse, plus on est riche, je fais simple et je caricature, plus on est riche, plus on vote Macron, plus on est pauvre, plus on vote Le Pen, voire Mélenchon qui est peut-être un peu plus petit fonctionnaire qui gagne plus que les plus délaissés du pays. Donc c'est un vote de classe et Emmanuel Macron doit essayer d'échapper à cette polarisation. Sinon, ça va être le tout sauf Le Pen contre le tout sauf Macron, et le tout sauf Macron semble aujourd'hui potentiellement plus explosif, plus dangereux que le tout sauf Le Pen, ce qui est assez incroyable de dire ça. Surtout pour un président sortant. Jamais un président sortant n'est réélu hors cohabitation. Ce serait une première. Donc c'est extrêmement difficile avec un bilan. Comme il disait hier à Bruce Toussaint, c'est plus facile lorsqu'on n'a pas exercé de responsabilité de promettre, plus difficile pour lui.
Ah ben, il doit défendre un bilan, et si aucun président n'a été réélu hors cohabitation, c'est bien ça la difficulté en France. Les Français sont très exigeants, c'est une démocratie compliquée, c'est une élection présidentielle qui est une des élections les plus dures au monde, a-t-on l'habitude de dire. Si personne ne l'a réussi avant, c'est qu'il y a bien une raison. Mais il faut quand même voir aussi qu'Emmanuel Macron a fait un meilleur score qu'en 2017, ça je l'ai dit. Il n'est pas devancé par Marine Le Pen, il vire en tête. En 2012, Nicolas Sarkozy avait fait un moins bon score et avait été devancé par François Hollande au premier tour. Donc il part quand même avec des avantages qui sont non négligeables et une petite marge de sécurité qui fait de lui encore aujourd'hui le favori, même si c'est un favori assez fragile. Oui. Alors les questions internationales, on n'en parle pratiquement pas déjà dans ce second tour. Ça viendra peut-être lors du face-à-face. Mais par exemple, les appointances de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine, dont elle voulait une alliance stratégique dans son programme avec la Russie, mais dit-elle, c'était avant l'invasion de l'Ukraine. Sur ces questions internationales, c'est un enjeu ou pas du tout ? Alors je pense que d'abord, c'est la question internationale et la question de l'Ukraine a pesé sur le premier tour. Elle a pesé sur la forme. Emmanuel Macron est rentré plus tard dans la campagne à cause de cette guerre. Les autres candidats ont dû s'emparer des thèmes qui sont pendants à cette crise. Les prix de l'énergie, les prix alimentaires, l'inflation, les difficultés économiques, ça évidemment sont devenus centraux. C'est le premier déterminant du vote des Français, et Marine Le Pen en a largement profité. Mais vous avez raison, sur cette question de, j'allais dire, la candidate poutiniste, elle a réussi habilement à y échapper avant le premier tour. C'est Éric Zemmour qui a pris la foudre pour tous les candidats pro-russes, parce que aussi Mélenchon était aussi concerné. C'est lui qui a pris la foudre pour tout le monde, elle y a échappé. Je pense que ça va revenir, et ça va revenir au débat. Emmanuel Macron aura des arguments à faire valoir avec Madame Le Pen, qui est la seule candidate à avoir été au Kremlin se faire adouber, qui a encore un prêt qui avait été un prêt d'une banque russe qu'elle doit rembourser. Donc il va y avoir des questions, et je pense que ce sera une des questions au centre du débat de la semaine prochaine. Oui, un enjeu essentiel pour l'avenir de la France, mais un scrutin extrêmement ouvert, Bruno Jeudi. Oui, extrêmement ouvert, encore une fois. D'abord, c'est la 3e fois qu'une Le Pen est au second tour. Et là, s'il y a une espèce d'habitude à avoir, j'allais dire, le candidat républicain contre le candidat de l'extrême droite. Le Front républicain, il est usé. Le Front républicain est fatigué. Et on voit bien... Il existe encore un peu. Il existe encore un peu. La gauche, les écologistes. Il est là, il existe encore un peu. Mais est-ce qu'il tiendra pour le 24 avril ? C'est toute la question. Et puis, en fait, en face, vous avez un candidat qui se représente. Vous l'avez dit, il a un bilan. Il a évidemment des gros point noir dans son bilan que la candidate sera exploitée. Donc c'est à lui de se réinventer. C'est à lui aussi de faire vraiment campagne. Il n'a pas fait campagne au premier tour. Il a fait un score incroyable pour quelqu'un qui n'a pas fait campagne. Maintenant, il sait que cette fois-ci, il n'a plus de marge. Il doit faire campagne. Ce qu'il fait, il est quand même parti à fond sur le terrain, contrairement à Marine Le Pen. De ce point de vue-là, on est un peu un front renversé par rapport à 2017, où elle s'était jetée dans la bataille et lui avait tardé à y entrer. Elle avait modifié son programme en abandonnant la fin de l'euro. Cette fois-ci, c'est lui qui modifie son programme. En tous les cas, à la marge, il laisse entendre que sur les retraites, ça peut bouger. On verra. Merci. Bruno Jeudi, on va retrouver Paris Match, votre interview, et la photo avec Macron et Sarkozy ensemble. Merci beaucoup Bruno Jeudi d'avoir été avec nous.